Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes avec Caroline et Pierre-Alain pour présenter la pièce Orphée 2050. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors de quoi parle la pièce? Alors c'est un spectacle d'anticipation musicale. On imagine qu'on est en 2050 et à cette époque-là on a besoin de redécouvrir le répertoire lyrique, c'est-à-dire les grands airs d'opéra. Et on a 3 musiciens, 2 chanteuses et un pianiste suffisamment audacieux pour se replonger dans ce répertoire oublié. Et comme il est oublié, comme il le redécouvre, nous spectateurs on obtient quelques petites clés d'écoute. Et par ailleurs, on apprend aussi comment on vit dans ces années-là. Donc c'est à la fois un voyage dans le futur, un voyage dans le répertoire passé, les grands airs comme de Bizet, Monteverdi, Verdi, Puccini. Donc on balaye 4 siècles d'opéra et en même temps on joue ça dans un espace d'art contemporain qui s'appelle la collection Lambert. Et à la collection Lambert, on a des œuvres d'aujourd'hui de plasticiens. Donc c'est assez rigolo aussi pour ça parce que voilà, on est projeté dans différents espaces-temps en le temps d'une heure du spectacle. Et pourquoi avoir choisi d'aborder des compositeurs classiques, ce sujet, pourquoi l'avoir choisi au théâtre? Alors ça fait partie aussi du projet fondamental et initial de l'ensemble Brin de Voix, qui est l'ensemble qui porte et qui propose ce spectacle-là. L'idée c'est de rendre plus accessible le répertoire lyrique et le répertoire opératique. On a souvent cette idée que c'est quelque chose qui est parfois un peu guindé, pour lequel il faut avoir des codes, il faut avoir des bonnes clés d'écoute. Et l'objectif, ou en tout cas l'un des objectifs de l'ensemble, est d'essayer de rendre ce répertoire accessible au plus grand nombre et surtout à un public qui n'irait pas spontanément voir ça. Pour ce faire, on imagine des formes alternatives et dans la plupart de nos spectacles, on a cette forme de théâtre musical, donc un texte qui est souvent plutôt léger, avec un ton enjoué et qui permet, comme disait Pierre-Alain, de donner des clés d'écoute pour comprendre les œuvres qu'on aborde, comprendre le contexte dans lequel elles ont été écrites, comprendre l'intrigue. Ça permet aussi de réduire, de concentrer le temps des œuvres lyriques, des grandes œuvres de Verdi, Puccini, Bizet, ça peut durer 3 heures. Nous, on propose des versions concentrées qui vont de 45 minutes à 1h30. Le fait d'avoir un texte, d'ajouter un texte et de jouer en français l'intrigue et les clés d'intrigue, ça permet de réduire ce temps-là. Voilà. Sans que ça soit non plus une conférence. On est bien dans du spectacle, on est bien dans un moment en fait légèrement décalé parce qu'effectivement les années 2050, on ne sait pas trop comment ça va être, mais c'est vraiment voilà l'idée. On va écouter de la musique, on aura voilà, on pourra rentrer dans ce répertoire, mais on va effectivement au spectacle avec tout ce qu'il y a au spectacle, une mise en scène, un texte, des lumières, de la musique. Voilà. On est vraiment dans une forme qui est aussi, bon voilà, celle-là elle est particulière dans cette idée de, c'est un peu un spectacle d'initiation au répertoire de l'opéra. C'est vrai que du coup le fait aussi d'avoir des personnages joués et parlés, on est plus proche de ce que les spectateurs ont l'habitude d'appréhender. Voilà. Et les œuvres opératiques, elles ne sont pas toutes en français. Bizet c'est en français, mais Verdi, Rossini, Monteverdi c'est en italien. C'est sûr que du coup le fait d'avoir un texte en français, ça permet de comprendre ce dont on parle. Vous diriez que ça s'adresse à quel public? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Moi je dirais qu'à partir de 8-9 ans c'est vraiment pertinent parce que c'est aussi des highlights, des grands standards, des grands tubes de l'opéra. On y retrouve Carmen, on y retrouve la Traviata. C'est vraiment des airs que pour la plupart on a presque tous entendus, ne serait-ce que dans des pubs à la télé, oui. Parce que c'est vraiment des gimmicks, voilà. C'est des choses qu'on connaît et c'est un spectacle qui permet de se dire « Ah, mais en fait ça, c'est tiré de ça, je le connais, je l'ai entendu chez ma grand-mère, je l'ai entendu la semaine dernière dans l'ascenseur à tel endroit » parce que voilà, c'est ce qui reste de ce répertoire-là. Et le texte est lui-même accessible à partir de, effectivement, je pense 8-9 ans. On le joue beaucoup en scolaire aussi. Il y a une version de ce spectacle qui existe en scolaire. Et c'est un spectacle qui est en épisode, donc on peut avoir une durée plus ou moins longue. Là, on présente à Avignon la version tout public. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde, aux initiés, aux non-initiés. Ceux qui sont des fans absolus de l'opéra vont peut-être saisir aussi des références, peut-être qui sont un peu plus pour les aficionados, mais ils vont aussi avoir le pur plaisir de redécouvrir ces
ces standards-là. Il y a à la fois aussi des airs très très connus, comme tu dis, mais il y a aussi quelques airs beaucoup moins connus. Donc comme ça, on a effectivement, ça peut s'adresser à quelqu'un, même quelqu'un qui, encore une fois, qui connaît bien le répertoire, va y trouver du plaisir. Aussi parce que c'est bien chanté, c'est un spectacle qui est vraiment initié par des musiciens à la base, donc qui ont une formation lyrique, donc qui sont voilà, des professionnels du chant, et qui par ailleurs sont comédiens. On a souvent des spectacles qui vont dans l'autre sens, souvent des comédiens qui chantent, ce qui est aussi très intéressant. Mais là, on est vraiment dans un niveau vocal et musical qui est celui qu'on va trouver effectivement sur une scène d'opéra, parce que Caroline, elle chante aussi des opéras en solo. Voilà, elle vient de chanter Carmen, le rôle-titre. Voilà, dans un opéra, on est vraiment sur voilà, sur une idée de faire entendre la musique telle qu'on pourrait l'entendre dans une grande maison d'opéra, mais sans peut-être effectivement le décorum et sans parfois effectivement l'appréhension ou l'inquiétude de se dire ah c'est pas pour moi. Mais la musique en fait c'est pour tout le monde, c'est beau, c'est sensible, c'est sensuel. Si on chante en proximité, vous allez aussi être touché par la vibration du son, par tout ça, et c'est ça qu'on cherche à travailler. Caroline, elle chante souvent dans la salle, elle va se promener, je ne peux pas dire qu'elle va s'asseoir sur le genou des spectateurs, mais quand c'est plus autorisé. Mais en tout cas, l'idée aussi c'est ça, c'est le son qui circule autour de moi, je l'entends autrement, et c'est encore une fois, sans être didactique, mais vraiment par l'expérience, et bien effectivement vivre ce moment de musique et se laisser porter et accepter aussi cet exercice, parce que finalement c'est pas si évident de se dire mais en fait ça peut me toucher, je peux laisser juste ma sensibilité un peu à nu et je vais me laisser emporter. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, je ne sais pas si on y arrive toujours, mais en tout cas c'est la démarche en fait, c'est vraiment une démarche sensible et en même temps dire aux gens mais en fait voilà, je vous aide incidemment, là je vous ai donné une petite info sur la période, sur mais oui, Traviata en fait ça veut dire la femme perdue, et c'est une courtisane, et elle se sacrifie par amour. Mais là, on le raconte entre nous, et ça paraît juste une petite conversation, et donc c'est amusant comme du théâtre, mais en même temps, oui, ben, effectivement, quand je vais entendre la Traviata qui va mourir devant moi, eh bien, je saurai effectivement pourquoi elle est dans cet état-là, en fait, et qu'est-ce qui lui arrive, et à quel point, effectivement, c'est dramatique, et aussi peut-être quand même, j'espère, à quel point c'est beau, à quel point c'est contradictoire de voir mourir quelqu'un de manière si poignante, si c'est tellement beau de la voir chanter de cette façon-là. Et c'est toute la démarche en fait, encore une fois, d'entrer dans la musique. C'est la question que j'allais vous poser. Quel message vous souhaiteriez transmettre au public? Mais c'est ça, c'est de sensibiliser et d'apporter des outils de meilleure compréhension de la musique classique en fait. Il y a ça. Et puis il y a, comme disait Pierre-Alain, juste aussi l'expérience sensorielle de cette musique-là, la musique non amplifiée, la musique, la voix non modifiée, qu'est-ce que ça crée comme vibration, indépendamment de on n'aime pas, tel morceau, la mélodie nous plaît ou nous plaît pas. En fait, il se passe quelque chose vibratoirement quand on chante du lyrique, ou même quand on va voir des comédiens dits classiques, on sent qu'il y a une pose de voix particulière, qu'il y a quelque chose voilà, qui se passe. Et rien que cette expérience-là, elle vaut le coup. Là, on voit depuis 2-3 jours, on chante à la fenêtre en fait, au lieu de tracter en se promenant, on chante à la fenêtre de notre appartement et on fait des extraits du spectacle. On voit que tout le monde tourne la tête parce qu'en fait, il se passe quelque chose avec cette façon d'utiliser sa voix et avec l'instrument voix qui a cette particularité qu'on en a tous une. Donc en fait, c'est forcément quelque chose qui vient résonner et qui vient nous toucher tous. Voilà. Après, on peut dire j'aime ou j'aime pas, mais on est tous touchés. Et donc oui, il y a cette envie de dire aux gens, mais venez voir ce que ça fait. Et là, c'est accessible sans que ça prenne 5 heures, on ne se déplace pas jusqu'à l'Opéra de Lyon alors qu'on habite Saint-Étienne. Ça nous prend 1h30 de notre temps parce que c'est des formats qui sont concentrés. On a le droit de dire qu'on n'aime pas, il y a aussi une interaction qui est établie avec le public à ce moment-là. Nous, on fait aussi des spectacles, et là c'est le cas où on veut parler en amont et en aval avec les gens qui viennent nous voir. Donc il y a vraiment juste cette idée de redonner à la musique sa place dans notre quotidien. Et montrer aussi l'opéra, c'est des histoires, c'est des grands classiques, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires politiques, c'est des histoires de violence. Et donc,
tout ce répertoire-là, je dirais comme un Molière, comme un Racine, qu'on connaît ou qu'on va revisiter aujourd'hui, on peut s'apercevoir à quel point Racine c'est contemporain, à quel point c'est violent, à quel point c'est beau d'un point de vue des sentiments et de leur analyse. Et les opéras, c'est la même chose. On a souvent tendance à dire, bon oui, les livrets, mais en fait non, il y a les œuvres qu'on connaît encore, c'est aussi parce que c'est une belle histoire. Bien sûr, il y a une belle musique, ou il y a une musique puissante, mais il y a aussi une histoire qu'on peut s'approprier et qui nous touche. Ça a une dimension politique. Il y a tout un passage dans Orphée 2050 où on balaye comme ça, on raconte l'histoire des grandes héroïnes d'opéra. Et on s'aperçoit effectivement qu'elles sont souvent maltraitées. Mais on voit aussi qu'il leur arrive quelque chose à toutes ces femmes. Et donc là aussi, ça touche des problématiques d'aujourd'hui. Effectivement, la place des femmes dans notre société, elle est extrêmement questionnée aujourd'hui. On s'aperçoit à quel point dans une société patriarcale et à quel point effectivement l'opéra a contribué ou traverse ces questions. Et pour certains, au contraire, s'interrogent. Effectivement, déjà, le XVIIe, le XVIIIe, on peut s'interroger sur la place de la femme dans un opéra donc, qui a 2 ou 3 siècles. Si vous deviez résumer chacun la pièce avec 3 mots, vous choisiriez lesquels? Et on oublie musique classique, hein. C'est trop facile. Moi, je dirais qu'il y a de la sensualité, il y a des questions contemporaines et il y a un visuel aussi. Okay. On a plein de petits extraits d'opéra. Et Caroline? Moi, je dirais vivant, ouais, décalé et profond. Vraiment. Parce que je respecte, moi, la consigne des 3 mots. Ouais. Non, c'est parfait. Et pour finir, une question plus professionnelle. Pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à ce spectacle? Alors, je peux commencer? Parce que justement, il est profondément vivant, profondément adaptable, parce qu'en termes de scénographie, c'est quelque chose de pensé mais qui s'installe aussi facilement, qui est un spectacle qu'on a voulu aussi cohérent en termes de développement durable, d'économie du spectacle, etc. C'est un spectacle qui permet d'aller à l'extérieur, on n'a pas besoin nécessairement de jouer dans des salles de spectacle, des théâtres, et donc ça permet d'aller au-devant de la population. Donc moi je dirais que ça c'est pour les programmateurs qui chercheraient quelque chose d'accessible, et on en a de plus en plus. C'est aussi un spectacle qui existe dans une dimension un peu plus grande si c'est pour une scène nationale, voilà, mais du coup ça va, là on mettra en lumière d'autres choses. Et pourquoi est-ce qu'il devrait s'intéresser à nous? Parce que je pense que, comme disait Pierre-Alain tout à l'heure, c'est vraiment de la qualité, et d'un point de vue de la dramaturgie, et d'un point de vue de la scéno, et d'un point de vue de la musique. C'est vraiment de la qualité de ce qu'on peut trouver sur les scènes nationales et dans les conservatoires. Et voilà, tout est bien fait, tout est vraiment hyper léché, mais à une dimension aussi au plateau qui aujourd'hui est plus en adéquation et plus en accord avec les moyens actuels de la culture, qui sont ceux que nous connaissons actuellement. Donc là, il y a effectivement un plateau d'artistes qu'on peut relativement financer. Oui, c'est vraiment proche, mais effectivement, on a beaucoup de scènes, on va dire de scènes intermédiaires, pas forcément effectivement une scène nationale, mais par exemple dans l'agglomération lyonnaise, là où on travaille, il va y avoir une 50aine de salles qui sont avec souvent des programmations éclectiques, c'est-à-dire qu'ils vont programmer un peu d'humour, un peu de théâtre classique, et je pense qu'ils sont très souvent à la peine quand il s'agit d'avoir un bon spectacle de musique classique ou de musique lyrique, de qualité, mais qui soit accessible à leur public, qui est justement un public pas spécialisé. Et de ce point de vue-là, sans trop nous vanter, je pense que Orphée 2050, effectivement, il atteint ce but. Il est accessible, il est de qualité, et il peut toucher un public qui est néophyte et donner aussi envie d'aller plus loin. Donc effectivement, pour ces raisons-là, moi je pense qu'un programmateur qui en plus, alors on est à Avignon, on est vraiment aussi dans le cœur du théâtre, avec des gens qui sont spécialisés sur la scène, sur l'aspect vocal, enfin, la dramaturgie et l'échange, le dialogue, qui parfois s'inquiètent en fait et se disent « Ah là là, mais comment évaluer la qualité musicale justement d'une proposition ?» Alors là, je dirais qu'effectivement, on est quand même
on est dans un cadre avec le Festival Interférence, avec des ensembles professionnels qui ont tous une expérience, qui tournent, qui sont donc en fait aussi repérés d'un point de vue de leur qualité. Et ça, c'est aussi peut-être un petit confort pour un programmateur de se dire ah oui, quand même, on est déjà dans... il y a déjà eu une petite sélection. Je ne veux pas dire que c'est un... oui, il y a eu quand même, effectivement, ce sont des ensembles qui sont tous professionnels, qui tournent et qui ont tous cette démarche comme ça de se dire mais aujourd'hui, le classique, comment on le fait entendre et pourquoi en fait, c'est un répertoire de création. On est aujourd'hui des artistes d'aujourd'hui. On fabrique, on invente, on repense. Et c'est un répertoire énorme, en fait, il y a énormément de choses à faire. Moi, je voudrais aussi ajouter deux choses par rapport à cette question-là. C'est aussi un spectacle qui, pour moi, a une entrée intergénérationnelle, qu'on peut aller voir en famille et qui permet aux anciens, je fais exprès de dire anciens, qui ont vraiment connu et qui connaissent encore cette époque du spectacle vivant, que ce soit le théâtre, la musique, la danse, qu'on avait encore la chance d'aller voir beaucoup, dont ils peuvent parler du coup avec leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui eux n'entendent pour la plupart aujourd'hui que de la musique enregistrée, modifiée et qui ont en tout cas une proposition en termes de spectacle numérique beaucoup plus étoffée qu'à l'époque. Et en fait il y a cette entrée-là puisque là, nous, nos personnages, ils retrouvent ce que l'ont transmis leurs grands-parents. Et donc c'est vraiment un spectacle aussi qui peut être familial et qui peut permettre ce dialogue. Ah mais toi t'as connu, toi mais la Calas ça te dit quelque chose, mais est-ce que toi t'avais déjà entendu du Verdi? Ça peut initier ce dialogue-là. Et la dernière chose, c'est aussi qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un spectacle qui est donc en épisode et qui a aussi une version participative. C'est-à-dire qu'en fait on peut travailler avec une population ou avec un groupe scolaire ou avec un groupe donné, un extrait des chœurs d'opéra de Carmen et ils peuvent m'accompagner, moi au moment où je chante Carmen, ils peuvent chanter avec moi depuis la salle. C'est pas obligatoire, ce spectacle peut se dérouler sans ça, mais il y a aussi 3 endroits dans le spectacle, 3 pièces sur lesquelles on peut ajouter une dimension participative. Et donc pour les villes, les établissements, les structures qui souhaiteraient aussi un projet à dimension participative où il y a une implication concrète, c'est possible aussi. Et c'est possible avec 1 ou 2 séances en amont, c'est pas quelque chose qui nécessite 1 an et demi de travail nécessairement. Voilà. C'était un peu plus convaincant. C'est déjà ça. Oui. Déjà ça. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Par contre, on ne joue encore, non, on peut couper, mais on ne joue encore plus qu'une fois